Bonjour. Les références bibliographiques et l'article source de l'éditeur sont accessibles dans la description, sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la diffusion des connaissances scientifiques, abonnez-vous. Et pouvez-vous donner un coup de pouce s'il vous plaît. Abstrait. Arrière-plan. L'entraînement en résistance et la supplémentation nutritionnelle sont recommandés pour la prise en charge de la sarcopénie chez les personnes âgées. Cependant, l'intensité optimale de l'entraînement en résistance pour le traitement de la sarcopénie n'a pas été bien étudiée. Méthode. Cette méta-analyse, en réseau, vise à déterminer l'efficacité comparative des interventions contre la sarcopénie, en tenant compte de l'intensité de l'entraînement en résistance. L'intensité de l'entraînement en résistance a été classée en entraînement en résistance d'intensité légère à modérée, entraînement en résistance d'intensité modérée et entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse en fonction du pourcentage d'une répétition maximale et ou de l'évaluation de l'effort perçu. Résultat. Au total, 50 essais contrôlés randomisés U003D4085 ont été inclus après avoir examiné 3485 articles. Les résultats ont confirmé que l'entraînement en résistance, avec ou sans nutrition, était positivement associé à de meilleures mesures de la force musculaire et de la performance physique. Concernant l'intensité de l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée n'a démontré des effets positifs que sur l'appréhension de la main entraînement aérobique plus entraînement en résistance d'intensité légère à modérée plus nutrition. Différence moyenne, U003D 0,43, 5,32. L'entraînement en résistance d'intensité modérée a apporté des bénéfices en matière d'amélioration du test de position debout sur chaise de 30 S répétitions. Entraînement en résistance d'intensité modérée. Différence moyenne U003D 2,98. Intervalle de référence à 95%. U003D 0,35. 5,59. Test chronométré et départ. Entraînement en résistance d'intensité modérée. Différence moyenne 003D 1,74. Intervalle de référence à 95%. U003D 3,34 0,56. Poignée. Entraînement en résistance d'intensité modérée. Moyenne différence U003D 2,44. Intervalle de référence à 95%. U003D 0,03. 5,70 et presse, pour jambes entraînement en résistance d'intensité modérée. Différence moyenne U003D 8,36. Intervalle de référence à 95%. U003D 1,87. 13,4. L'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureux a également amélioré les répétitions des tests de support sur chaise. Entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Différence moyenne, U003D 5,64. Intervalle de référence à 95%. U003D 0,14. 11,4. La vitesse de marche entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Plus nutrition. Différence moyenne U003D 0,21. Intervalle de référence à 95%. U003D 0,003048. Appendiculaire squelettique. Indice musculaire entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse plus nutrition. Différence moyenne U003D 0,25. Intervalle de référence à 95%. U003D 0,01. 0,5 et développer des jambes entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Différence moyenne U003D 14,7. 95% des références intervalles. 5,96. 22,4. Entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse plus nutrition. Différence moyenne U003D 17,8. Intervalle de certification de 95%. 7,55. 28,6. Conclusion. L'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureux a eu de plus grands bénéfices sur la masse musculaire, la force des membres inférieurs et la performance physique par rapport à l'entraînement en résistance d'intensité modérée. L'augmentation de l'intensité de l'entraînement en résistance peut être recommandée pour les personnes âgées sarcopéniques. Introduction. La sarcopénie, une maladie liée à l'âge caractérisée par une diminution progressive de la masse, de la force et de la fonction musculaire, affecte actuellement environ 10 à 40% des personnes âgées vivant dans la communauté. De plus, la sarcopénie est associée à un risque accru de chute de 60%, à une augmentation de fractures de 84% et à des problèmes de santé tels qu'un déclin fonctionnel, une diminution de la qualité de vie, une mortalité et une augmentation des coûts de santé.
Les facteurs de risque modifiables, notamment une faible activité physique et un faible apport en protéines, ont été ciblés pour la prévention et le traitement de la sarcopénie. En 2018, les lignes directrices de la Conférence internationale sur la recherche sur la sarcopénie et la fragilité EICSFR pour la prise en charge de la sarcopénie recommandaient un entraînement en résistance progressif et un régime riche en protéines ou une supplémentation en protéines. Des revues systématiques et méta-analyses récentes ont démontré les effets souhaitables de diverses formes d'exercice, avec ou sans intervention nutritionnelle, sur la force musculaire et la performance physique, mesurée par la vitesse de marche ou une courte batterie de performance physique. Cependant, les preuves d'une augmentation de la masse musculaire sont moins cohérentes. Une méta-analyse portant sur les personnes âgées sarcopéniques n'a trouvé aucune amélioration après l'exercice, la nutrition et les exercices mixtes entraînement aérobie plus entraînement en résistance et la nutrition, tandis qu'une autre méta-analyse publiée la même année a déterminé que l'exercice mixte avec la nutrition entraînait une augmentation significative. Masse musculaire chez les personnes atteintes de sarcopénie. Les divergences dans les résultats de l'étude peuvent être dues à des critères d'inclusion variés, à des définitions différentes de la sarcopénie utilisées et à des protocoles d'exercice incohérents en termes de type d'exercice, de fréquence, d'intensité et de durée. Plus importante encore, l'intensité de l'exercice, en particulier pour l'entraînement en résistance, n'a pas été pleinement prise en compte dans les revues systématiques et méta-analyses précédentes. Les directives de l'American College of Sport Medicine suggèrent une intensité d'entraînement en résistance modérée à vigoureuse 60 à 80% d'une répétition maximale, 60 à 80% d'une répétition maximale d'exercice de résistance pour les personnes âgées. Des revues systématiques et méta-analyses récentes suggèrent que l'entraînement progressif en résistance peut réduire la mortalité et produire des gains plus importants en force musculaire de manière linéaire chez les personnes âgées en général. D'un autre côté, une méta-analyse portant sur les personnes âgées a révélé qu'un entraînement en résistance à charge élevée ne produisait que des gains marginaux de masse musculaire et des améliorations insignifiantes de la force musculaire. Selon Xapo et al., étant donné que l'hypertrophie musculaire atteint un plateau au-dessus d'un certain point lors d'un entraînement de haute intensité, un entraînement de faible intensité à haute fréquence peut être nécessaire pour continuer à augmenter la masse musculaire. De plus, les exercices de haute intensité peuvent diminuer l'observance et entraîner une diminution de l'exercice total. Ainsi, une clarification des effets de l'intensité de l'entraînement en résistance sur la masse musculaire, la force et la performance physique est nécessaire pour prescrire des exercices précis aux personnes âgées atteintes de sarcopénie. L'objectif de cette étude est de comparer l'efficacité des interventions contre la sarcopénie, avec un accent particulier sur la détermination de l'intensité optimale de l'entraînement en résistance pour les personnes âgées atteintes de sarcopénie. Nous avons mené une méta-analyse en réseau d'essais contrôlés randomisés essais contrôlés randomisés chez des personnes âgées atteintes de sarcopénie et regroupé des données sur les effets de l'intervention sur la masse musculaire muscle-squelettique, appendiculaire, masse musculaire des jambes et masse musculaire squelettique, la force musculaire, force de préhension, presse pectorale et presse jambes, et la fonction physique 5 fois assis pour se tenir debout, nombre de répétitions effectuées dans le test de support de chaise de 30 S, test chronométré et départ, batterie de performance physique courte, vitesse de marche et test de marche de 6 minutes. Méthode. Cette méta-analyse de réseau a été réalisée conformément aux normes décrites dans la déclaration PRISMA Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. L'étude a été enregistrée dans Prospero sous lead, CRD 42 287 114. Stratégie de recherche et processus de sélection. À l'aide de PubMed, en base, Central Register of Controlled Trial, Central et Clinical Trial, Gov, nous avons identifié des essais contrôlés randomisés sur la sarcopénie depuis la création de la base de données jusqu'au 20 octobre 2022. Les mots-clés utilisés pour la recherche étaient sarcopénie, ou sarcopénie astérisque et essais contrôlés randomisés. Pour identifier les études pertinentes, nous avons utilisé les termes de recherche, train astérisque, activité physique, exercice, régime, nutrastérisque et thérapie médicamenteuse. De plus, nous avons incorporé les termes MSH associés, sarcopénie, exercice, régime, nourriture et nutrition, thérapie nutritionnelle et thérapie médicamenteuse.
Nous avons intégré les termes de recherche à l'aide des opérateurs booléens AND et OR. Les termes de recherche complets et la chaîne de recherche peuvent être trouvés dans le supplément S1. Pour garantir l'inclusion complète des articles potentiellement pertinents, nous nous sommes abstenus d'appliquer des filtres liés au type de publication. L'âge ou la langue. Des études supplémentaires ont été identifiées en examinant les listes de référence des articles trouvés lors de la recherche dans la base de données. Les documents sur le protocole d'études et les résumés de conférences n'ont pas été inclus. Les critères d'inclusion des études étaient les suivants. 1 adulte vivant dans la communauté et âgé de plus de 18 ans. ANS. 2 participants diagnostiqués soit avec une sarcopénie caractérisée par une faible masse musculaire et une faible force musculaire, et ou une performance physique réduite soit une dynapénie se manifestant par une faible force musculaire et ou une performance physique réduite mais avec une masse musculaire normale, et 3 randomisés contrôlés étant donné que des maladies graves telles que le cancer, la cirrhose du foie ou l'insuffisance rénale terminale pourraient induire une cachexie et diminuer la fonction physique. Les études impliquant des patients présentant ces comorbidités ont été exclues. Au cours du processus de sélection initiale, 2 auteurs indépendants ont examiné le titre, le résumé et le texte intégral de chaque référence afin de déterminer si elle était appropriée à l'inclusion. En cas d'incertitude quant à la pertinence de l'étude, un 3e auteur a été consulté pour parvenir à un consensus. Lorsque plusieurs études sur la même population ont été menées par le même groupe de recherche et ont rapporté des résultats d'intérêt identiques, nous avons uniquement choisi les résultats de l'étude avec la durée de suivi la plus longue. Le processus de sélection est détaillé dans la figure 1. Enfin, les études incluses ont fait l'objet d'une évaluation complète du risque de biais à l'aide de l'outil Cochrane Risk of Bias Tool 2. 0. Accessible sur le site web. Cet outil évalue la sensibilité de chaque étude aux biais potentiels dans plusieurs domaines, notamment les procédures de randomisation, le respect des interventions prévues, le traitement des données de résultats manquantes, la mesure des variables de résultats et les biais de sélection. Nous avons classé le risque global de biais dans chaque domaine comme suit. Faible risque de biais, quelques préoccupations ou risque élevé de biais. Extraction de données. Des essais contrôlés randomisés comportant au moins une intervention par exemple, nutrition, exercice, stimulation musculaire électrique du corps entier ont été inclus. Un chercheur a saisi les données suivantes pour chaque article dans un tableau standardisé. Auteur, année de publication, lieu de l'étude, nombre de participants, caractéristiques de base des participants, critères d'inclusion, critères d'exclusion, intervention S, groupe de comparaison, durée de l'intervention, intensité de l'exercice de résistance et résultats d'intérêt. Les mesures des résultats comprenaient 5 fois assis debout, le nombre de répétitions effectuées lors du test de position debout sur chaise de 30 S, le test chronométré, et par T, la batterie de performance physique courte, la vitesse de marche, le test de marche de 6 minutes, l'indice des muscles squelettiques appendiculaires, la masse musculaire des jambes. Masse musculaire squelettique, force de préhension, presse pectorale, presse jambes. Étant donné que la qualité de vie, telle que mesurée par le short form 36 ou le short form 12, est divisée en composantes physiques et mentales, la qualité de vie combinée est représentée à l'aide de scores globaux, physiques et psychologiques. Évaluation de l'intensité de l'exercice. L'exercice était initialement classé comme entraînement aérobique ou entraînement en résistance. Selon les directives de l'American College of Sport Medicine, l'intensité de l'entraînement en résistance a été classée en 5 niveaux. Très léger, léger modéré, vigoureux, et d'intensité presque maximale à maximale, en fonction du maximum de répétition et ou de l'évaluation de l'effort perçu. Le terme maximum d'une répétition fait référence au poids maximum qu'un individu peut soulever pour une seule répétition. L'intensité relative, indiquée en pourcentage d'une répétition maximale, a été calculée en convertissant les nombres de répétitions mis en œuvre dans le programme d'entraînement en résistance. L'évaluation Borg de l'effort perçu est une échelle subjective et une mesure fiable de l'intensité de l'entraînement en résistance. Cependant, les directives de prise en charge de la sarcopénie préconisent un entraînement en résistance d'intensité au moins modérée. En conséquence, nous avons stratifié l'intensité de l'entraînement en résistance en 3 niveaux distincts. Léger à modéré, entraînement en résistance d'intensité légère à modéré, modéré, entraînement en résistance d'intensité modérée, et entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureux, entraînement en résistance d'intensité modérée à modéré. Entraînement de résistance d'intensité vigoureuse. Plus précisément,
L'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée correspond à des scores de 6 à 11 sur l'échelle d'effort perçu de Borg, dont la plage complète de 6 à 20, de 0 à 4 sur l'échelle de Borg modifiée avec une plage complète de 0. 10, soit moins de 49% d'une répétition maximum. L'entraînement en résistance d'intensité modérée est représenté par des notes de Do à 13 sur l'échelle d'effort perçu de Borg, de 5 à 6 sur l'échelle de Borg modifiée, ou 50% à 69% d'un maximum de répétition. L'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse se caractérise par des scores de 14 à 17 sur l'échelle d'effort perçu de Borg, de 7 à 8 sur l'échelle de Borg modifiée, ou de 70 à 84% d'une répétition maximale. Pour garantir l'exactitude, un médecin du sport et un gériatre ont soigneusement examiné toutes les études incluses. Ils ont ensuite déterminé l'intensité de l'entraînement en résistance par consensus mutuel. L'entraînement aérobique se concentre principalement sur l'augmentation de l'endurance et de l'efficacité cardiovasculaire. Néanmoins, cela conduit également à des améliorations perceptibles de la force musculaire et de l'endurance. Étant donné que 50% d'une répétition maximale équivaut à peu près à une moyenne de 26 répétitions, l'entraînement aérobie, qui implique généralement plus de 100 mouvements répétitifs, peut être classé comme un entraînement en résistance d'intensité légère à modérée. Ainsi, les effets de l'entraînement aérobique sur la force musculaire et l'endurance pourraient être plus subtils que ceux provoqués par l'entraînement en résistance. Par conséquent, nous avons choisi de ne pas classifier davantage l'entraînement aérobique. Analyse statistique. Une méta-analyse en réseau a été réalisée en utilisant les changements de moyenne et d'écart type par rapport à la ligne de base. Des intervalles de crédibilité bilatéraux à 95% intervalles de référence ont été calculés, avec P 0,05 indiquant une signification statistique. Lorsque les études ne rapportaient que 25% et 75% des percentiles des valeurs de résultats, nous avons estimé l'écart type sur la base de l'intervalle interquartile IQ 003 D 1,349 astérisque écart type. Si les changements d'écart type n'étaient pas disponibles, ils ont été estimés à l'aide de l'équation suivante. L'écart type ré représentait l'écart type au départ et l'écart type post était l'écart type après l'intervention. CC était le coefficient de corrélation entre les valeurs de bas et post-intervention pour le même individu. Si la corrélation n'était pas signalée, CC était désigné comme 0,5. Les tracés de réseau représentaient visuellement le nombre de participants à l'étude en fonction de la taille des nœuds et le nombre d'essais réalisés en fonction de l'épaisseur des lignes de connexion. Les parcelles forestières représentaient les effets de l'intervention par rapport au groupe témoin. L'efficacité des interventions a été classée par probabilité de rang et déterminée en utilisant la surface sous la courbe de classement cumulatif, surface sous la courbe de classement cumulé, où des surfaces plus grandes équivalaient à des effets de traitement plus importants. Nous avons utilisé le logiciel web Meta ANSIT V4. 0 optimisé par Archeni pour une méta-analyse de réseau combinant des comparaisons directes et indirectes et le traçage de figures. Tous les calculs statistiques bayésiens ont été effectués à l'aide du package ERGENC. Un modèle à effet aléatoire prenant en compte l'hétérogénéité a été utilisé car les résultats du modèle à effet aléatoire, dans toutes les analyses, ont démontré un meilleur ajustement avec des valeurs de critères d'information de déviance plus faibles par rapport au modèle à effet fixe. Les probabilités de rang bayésien ont été visualisées avec des rankogrammes cumulatifs. Le biais de publication a été examiné par la régression des gains. La cohérence de la méta-analyse du réseau a été évaluée à l'aide des modèles de division de nœuds pour comparer les résultats entre comparaisons directes et indirectes. Plusieurs analyses de sensibilité et de sous-groupes ont été réalisées pour garantir la cohérence et la stabilité des résultats. Les analyses ont été effectuées à plusieurs reprises en 1, excluant séquentiellement chaque essai, et 2 en omettant les études, présentant un risque élevé de biais. Résultat. Sélection des études. L'organigramme Prisma montre le processus de sélection des études et fournit les raisons de l'exclusion des études. Au total, 3846 publications ont été identifiées à partir de 4 bases de données et d'une recherche manuelle, parmi lesquelles 1680 enregistrements en double ont été supprimés. Après avoir examiné les titres et les résumés sur la base des critères prédéfinis, l'éligibilité du texte intégral de 311 dossiers a été évaluée. Après examen du texte intégral, 55 enregistrements ont été conservés. 5 autres articles ont été supprimés en raison du manque de données. Par conséquent, un total final de 50 essais contrôlés randomisés ont été inclus dans une méta-analyse quantitative en réseau.
Les résultats des évaluations du risque de biais à l'aide de FRO B2 sont présentés dans le tableau S1. Caractéristiques de l'étude. Le tableau en présente les caractéristiques et les détails des études incluses. Les 50 études incluses NU003D 4085, tranche d'âge moyenne, 55,0 plus ou moins 9,6 à 89,5 plus ou moins 4,4 ans ont été publiées entre 2012 et 2022 et ont été menées, dans le monde entier, principalement en Asie 7 études à Taïwan, 4 en Corée du Sud, 3 en Chine et 2 au Japon. 3 études ont été menées à l'échelle transnationale en Europe et en Amérique du Nord. Il y a eu 14 études impliquant un entraînement en résistance, 5 études impliquant un entraînement en résistance plus un entraînement en résistance, 7 études impliquant une intervention nutritionnelle, une étude impliquant un entraînement en aérobie plus une intervention nutritionnelle, 9 études impliquant un entraînement en résistance plus une intervention nutritionnelle, et 4 études impliquant un entraînement aérobie plus un entraînement en résistance plus intervention nutritionnelle et 6 études impliquant la stimulation musculaire électrique du corps entier et les vibrations du corps entier. Les taux d'adhésion à l'intervention d'exercice variaient de 74 à 100%, sans corrélation apparente avec l'intensité de l'exercice. Les détails des essais inclus sont présentés dans le tableau S2. En ce qui concerne les mesures des résultats de la sarcopénie, 23 études ont examiné la masse musculaire. 26 études ont examiné la force de préhension, dont une étude sur la force du haut du corps. 16 études ont examiné la force du bas des jambes. 23 études ont examiné la vitesse de marche et 25 études ont examiné les performances physiques, y compris les mesures de chronométrage et de LTST, batterie de performance physique courte, test de position sur une jambe et de support de chaise. Les tracés en réseau des essais avec chaque résultat sont présentés sur la figure S1, A1M. Résultat de la méta-analyse du réseau. Performance physique. Asseyez-vous 5 fois pour vous lever. Les études mesurant ce résultat incluaient un total de 108 sujets recevant un entraînement en résistance, 40 sujets recevant un entraînement aérobie plus un entraînement en résistance, 314 sujets recevant des interventions nutritionnelles, 139 sujets recevant un entraînement en résistance et des interventions nutritionnelles, 36 sujets recevant un entraînement aérobie plus un entraînement en résistance et des interventions nutritionnelles. 48 sujets recevant une stimulation électrique musculaire du corps entier, 24 sujets pratiquant le tai chi, 115 sujets recevant du bimagrumab et 522 sujets du groupe témoin. Les résultats ont montré que le temps nécessaire pour effectuer 5 fois la position assis et debout a diminué de manière significative dans le groupe d'entraînement en résistance différence moyenne, 1,59 s, intervalle de référence à 95%, 2,78, 0,44, surface, sous la courbe de classement cumulé, U003 des 68,7%. Groupe entraînement en résistance plus intervention nutritionnelle différence moyenne, 1,57 s, intervalle de certification à 95%, 2,57, 0,48, surface, sous le classement cumulé courbe, U003 des 67,8%, et groupe entraînement aérobique plus entraînement en résistance plus intervention nutritionnelle différence moyenne, 2,28 s, intervalle de référence à 95%, 4,23, 0,29, surface, sous la courbe de classement cumulé U003 des 84,9%. Une tendance favorable a été observée dans le groupe entraînement aérobique plus entraînement en résistance, mais n'a pas atteint une signification statistique. En ce qui concerne l'intensité de l'entraînement en résistance, ni l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée, ni l'entraînement en résistance d'intensité modérée, ni l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse n'ont été associés à une amélioration de 5 fois la position assise debout. Dans l'analyse des sous-groupes, aucune différence n'a été trouvée pour toutes les interventions effectuées sur les femmes et les participants ayant une faible masse musculaire. Test de position debout sur chaise de 30 s, répétition. Au total, 95, 25, 15 et 93 personnes âgées appartenant respectivement aux groupes entraînement en résistance, entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition et placebo ont été incluses à des fins de comparaison. L'entraînement en résistance a eu le plus grand effet surface sous la courbe de classement cumulé U003 des 79,15% sur le nombre de répétitions effectuées lors du test de position debout sur chaise de 30 s, avec une différence moyenne de 3,72, intervalle de certification de 95%,
1,23, 7,31. Concernant l'intensité de l'entraînement en résistance, l'entraînement en résistance d'intensité modérée différence moyenne, 2,98. Intervalle de référence à 95%, 0,35, 5,59. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 98,32% et l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse différence moyenne, 5,64, 95%. D'intervalle de référence, 0,14, 11,4. Surface sous la courbe de classement cumulé, U003D 81,19% étaient tous deux associés à une réponse à la dose. Amélioration du test du support de chaise 30S. Dans l'analyse des sous-groupes, l'entraînement en résistance est resté efficace chez les femmes, ce qui a entraîné une différence moyenne de 3,69 intervalles de certification à 95%. 1,22, 7,27. Surface sous la courbe de classement cumulé U003D 85,94%. Chronométré et aller tester. Au total, 143 adultes âgés utilisant un entraînement en résistance, 86 adultes utilisant des suppléments nutritionnels, 98 adultes utilisant un entraînement en résistance plus nutrition, 12 adultes utilisant de l'ocytocine, 28 adultes pratiquant le tai chi, 44 adultes utilisant la stimulation musculaire électrique du corps entier, et 194 adultes du groupe placebo ont été inclus à des fins de comparaison. L'entraînement en résistance a démontré une plus grande amélioration que les autres interventions surface sous la courbe de classement cumulé U003D 65,52% lors du test timed OpenGo avec une différence moyenne de 0,85 intervalle de référence à 95%, 1,69, 0,1. L'effet était principalement attribuable à un entraînement en résistance d'intensité modérée. Différence moyenne, 1,74. Intervalle de référence à 95%, 3,34, 0,56. Surface, sous la courbe de classement cumulatif U003D 99,18% au lieu d'un entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Il n'y avait aucune différence dans l'analyse des sous-groupes sur le test timed OpenGo parmi toutes les interventions effectuées sur les femmes, les hommes, le groupe à faible masse musculaire, et le groupe d'obésité sarcopénique. Batterie à performance physique courte. Nous avons inclus 391 placebo, 29 entraînements en résistance, c'est entraînement en aérobie plus entraînement en résistance, 289 nutrition, 63 entraînement aérobie plus nutrition, 53 entraînement en résistance plus nutrition, 66 MK07C3 et 12 personnes âgées ocytocine à titre de comparaison. Aucune différence significative n'a été constaté entre toutes les interventions chez tous les participants, le groupe d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureux et les femmes. Vitesse de marche. Un total de 227 participants dans le groupe entraînement en résistance, 81 participants dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 465 participants dans le groupe d'intervention nutritionnelle, 62 participants dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 participants dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus. Groupe nutrition, 106 participants dans le groupe stimulation électrique musculaire du corps entier, 24 participants dans le groupe tai chi, 115 participants dans le groupe bimagrumab, 25 participants dans tout le corps dans le groupe stimulation musculaire électrique plus nutrition, 66 participants du groupe MK07C3 et 794 participants du groupe placebo ont été inclus à des fins de comparaison. L'entraînement en résistance plus la nutrition ont augmenté la vitesse de marche avec une différence moyenne de 0,10 et l'intervalle de certification à 95%, 0,01, 0,34 surface sous la courbe de classement cumulé U003D 85,6%. En ce qui concerne l'intensité de l'entraînement en résistance, l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse plus la nutrition était associée à une amélioration de la vitesse de marche différence moyenne, 0,21, intervalle de référence à 95%, 0,003, 0,48, surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 84,87%, mais une légère l'entraînement en résistance d'intensité modérée à modérée, et l'entraînement en résistance d'intensité modérée n'ont produit aucune différence significative. Il n'y avait aucune amélioration de la vitesse de marche parmi toutes les interventions chez les femmes, celles souffrant de dynapénie et celles souffrant d'obésité sarcopénique.
Test de marche de 6 minutes. Nous avons inclus 27 adultes du groupe entraînement en résistance, 65 adultes du groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 33 adultes du groupe nutrition, 15 adultes du groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 adultes du groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition, 115 adultes du groupe bimagrumab et 182 adultes du groupe placebo pour analyse. Aucune différence significative n'a été trouvée dans chaque groupe par rapport au placebo. Il n'y avait également aucun effet significatif des interventions dans le groupe d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Masse musculaire. Index des muscles squelettiques appendiculaires. 24 adultes dans le groupe entraînement aérobie, 305 adultes dans le groupe entraînement en résistance, 127 adultes dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 271 adultes dans le groupe nutrition, 175 adultes dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 95 adultes dans le groupe entraînement en résistance. Groupe entraînement d'aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition. 25 adultes dans le groupe stimulation musculaire électrique du corps entier, 23 adultes dans le groupe acupuncture électrique, 58 adultes dans le muscle électrique du corps entier le groupe stimulation plus nutrition et 608 adultes du groupe placebo ont été comparés. Entraînement en résistance plus nutrition différence moyenne, 0,24, intervalle de référence à 95%, 0,1, 0,38. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 78,67%. Entraînement en résistance différence moyenne, 0,19. Intervalle de référence à 95%, 0,08, 0,3. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 65,74%. Les nutritions différence moyenne, 0,15. Intervalle de certification de 95%, 0,04, 0,26. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 53,49%. Augmentation significative de l'indice du muscle squelettique appendiculaire. Bien que l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée et l'entraînement en résistance d'intensité modérée n'aient pas été associés à des modifications de l'indice des muscles squelettiques appendiculaires, l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse plus la nutrition était positivement associée à une augmentation de l'indice des muscles squelettiques appendiculaires différence moyenne, 0,25, intervalle de certification à 95%, 0,01, 0,5. Surface, sous la courbe de classement, cumulé, U003D 68,21%. Aucune des interventions n'a influencé l'indice des muscles squelettiques appendiculaires chez les hommes, les femmes, le groupe à faible masse musculaire et le groupe d'obésité sarcopénique. Masse musculaire des jambes. Un total de 97 participants dans le groupe entraînement en résistance, 40 participants dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 142 participants dans le groupe nutrition, 90 participants dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 participants dans le groupe stimulation musculaire électrique du corps entier, et 272 participants du groupe placebo ont été inclus pour comparer la masse musculaire des jambes. Aucune différence significative n'a été trouvée dans chaque comparaison par paire avec le placebo entre tous les participants et le groupe d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Masse musculaire squelettique. Les études portant sur la masse musculaire squelettique ont inclus 24 participants dans le groupe entraînement aérobie, 298 participants dans le groupe entraînement en résistance, 122 participants dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 280 participants dans le groupe nutrition, 243 participants dans le groupe entraînement en résistance plus groupe nutrition, 59 participants au groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition, 61 participants au groupe stimulation musculaire électrique du corps entier, 24 participants au Teshi Group, 115 participants dans le groupe bimagrumab, 65 participants dans le groupe MK07 et 3, 12 participants dans le groupe ocytocine et 655 participants dans le groupe placebo. Bimagrumab différence moyenne, 1,94, intervalle de certification à 95%,
0,81, 3,07. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 91,21%, MK07 et 3 différences moyennes, 1,37. Intervalle de certification à 95%, 0,37, 2,40. Surface, sous le classement cumulé courbe U003D 79,58%, entraînement en résistance plus nutrition différence moyenne, 0,82. Intervalle de certification à 95%, 0,31, 1,32. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 57,05%, entraînement en résistance différence moyenne, 0,58. Intervalle de certification à 95%, 0,11, 1,04. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 41,72% et nutrition. Différence moyenne, 0,51. Intervalle de référence à 95%, 0,06, 0,97. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 36,73% a augmenté de manière significative la masse musculaire squelettique. Cependant, l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée, l'entraînement en résistance d'intensité modérée et l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse n'étaient pas associés à une augmentation de la masse musculaire squelettique. Force musculaire. Force de préhension. Nous avons inclus 43 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobie, 267 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance, 152 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 553 personnes âgées dans le groupe nutrition, 73 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobie plus nutrition, 172 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 95 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobique plus entraînement en résistance plus nutrition, 53 personnes âgées dans le groupe entraînement électrique du corps entier groupe de stimulation musculaire, 24 personnes âgées du groupe Téchi, 58 personnes âgées du groupe stimulation musculaire, électrique du corps entier plus nutrition, et 1,063 personnes âgées du groupe Lasbo à titre de comparaison. Entraînement aérobie plus, entraînement en résistance plus, nutrition différence moyenne, 3,25, intervalle de certification à 95%, 1,12, 5,4. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 87,12%. Entraînement aérobique plus entraînement en résistance différence moyenne, 2,43. Intervalle de certification à 95%, 0,69, 4,11. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 87,12%. Entraînement en résistance plus nutrition moyenne différence, 2,48. Intervalle de certification à 95%, 0,98, 4. Surface sous la courbe de classement cumulé U003D 73,27%. Entraînement aérobie plus entraînement en résistance différence moyenne, 2,43. Intervalle de certification à 95%, 0,69, 4,11. Surface, sous la courbe de classement cumulé U003D 70,45%, entraînement en résistance différence moyenne, 2,21, intervalle de certification de 95%, 1,18, 3,34. Surface sous la courbe de classement cumulé U003D 66% et la nutrition différence moyenne, 1,73, intervalle de certification à 95%, 0,76, 2,74. Surface sous la courbe de classement cumulé U003D 50,33% ont significativement amélioré la force de préhension. Pour l'intensité de l'entraînement en résistance, l'entraînement aérobie plus l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée plus nutrition différence moyenne, 2,88. Intervalle de référence à 95%, 0,43, 5,32. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 93,01% et l'entraînement en résistance d'intensité modérée moyenne différence, 2,44. Intervalle de certification de 95%, 0,03, 5,70. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 77,87% était positivement associé à des gains de force de préhension, alors que l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse n'était pas associé à des changements dans la force de préhension.
Pour les femmes, l'entraînement en résistance était associé à une amélioration de la force de préhension différence moyenne, 1,97. Intervalle de référence à 95%, 0,2, 4,12. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 62,5%. Il n'y avait aucune influence sur la force de préhension parmi toutes les interventions chez les hommes, le groupe à faible masse musculaire et le groupe d'obésité sarcopénique. Presse pectorale. Au total, 24 adultes du groupe entraînement en résistance, 17 adultes du groupe nutrition, 36 adultes du groupe entraînement en résistance plus nutrition et 29 adultes du groupe placebo ont été inclus pour comparer les changements de force de presse pectorale. Aucune différence significative entre les interventions n'a été constatée chez tous les participants et dans le groupe d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Presse à jambes. Les études examinant la force de presse des jambes incluaient un total de 43 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobie, 267 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance, 152 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 553 personnes âgées dans le groupe nutrition, 73 personnes âgées dans le groupe entraînement aérobique plus nutrition, 172 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 95 personnes âgées dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition. Groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition, 53 personnes âgées du groupe stimulation musculaire électrique du corps entier, 24 personnes âgées du groupe TECHI, 58 personnes âgées du groupe stimulation musculaire électrique du corps entier plus nutrition et 1063 personnes âgées du groupe placebo groupe. Entraînement en résistance plus nutrition différence moyenne, 12,3. Intervalle de référence à 95%, 5,59. 18,9. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 88,33% des entraînements en résistance différence moyenne, 8,24. Intervalle de référence à 95%, 3,78. 12,7. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 70,81% était significativement associé à des gains de force de presse pour jambes. En ce qui concerne l'intensité de l'entraînement en résistance, l'entraînement en résistance d'intensité modérée différence moyenne, 8,36, intervalle de référence à 95%, 1,87, 13,4, surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 81,5% était positivement associé à des améliorations de la force de la presse des jambes. Entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse différence moyenne, 14,7, intervalle de référence à 95%, 5,96, 22,4, surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 77,59% et entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse plus nutrition différence moyenne, 17,8, les intervalles de certification de 95%, 7,55, 28,6. Surface, sous la courbe de classement cumulé, U003D 89,71% ont démontré des résultats encore plus élevés. Avantage en termes de force de presse pour les jambes. Il n'y avait aucune influence sur la presse sur les jambes parmi toutes les interventions dans l'analyse des sous-groupes d'hommes, de femmes et du groupe d'obésité sarcopénique. Qualité de vie. Au total, 19 participants du groupe entraînement aérobie, 34 participants du groupe entraînement en résistance, 33 participants du groupe nutrition et 76 participants du groupe placebo ont été inclus pour comparer la qualité de vie globale. Pour comparer la qualité de vie physique, nous avons examiné 75 participants du groupe entraînement aérobie, 67 participants du groupe entraînement en résistance, 40 participants du groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 63 participants du groupe nutrition, 74 participants du groupe entraînement aérobie plus. Groupe nutrition, 69 participants dans le groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 participants dans le groupe entraînement aérobique plus entraînement en résistance plus nutrition et 215 participants dans le groupe placebo. De plus, 40 participants du groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance, 63 participants du groupe nutrition, 69 participants du groupe entraînement en résistance plus nutrition, 36 participants du groupe entraînement aérobie plus entraînement en résistance plus nutrition et 159 participants du groupe placebo.
ont été comparés pour la qualité de vie psychologique. Aucune différence significative entre les interventions n'a été constatée chez tous les participants et dans le groupe d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse. Analyse de sensibilité. Lors de la réanalyse des données avec l'exclusion séquentielle de chaque étude, les résultats sont restés cohérents avec l'analyse originale. De plus, après avoir exclu 4 études qui présentaient un risque élevé de biais évalués à l'aide de RoB2, les résultats étaient cohérents. Sauf que l'entraînement en résistance plus la nutrition ont perdu leur effet significatif sur la vitesse de marche et la force de préhension, et que la stimulation musculaire électrique du corps entier plus la nutrition ont perdu son effet significatif sur la force de préhension. Discussion. Pour les personnes âgées vivant dans la communauté atteinte de sarcopénie, notre revue systématique et notre méta-analyse en réseau ont confirmé qu'une combinaison d'exercices et de nutrition était associée à une amélioration des paramètres de la sarcopénie, notamment 5 fois assis debout, un test de position debout sur chaise de 30 S répétitions, un test chronométré. Test OpenGo, vitesse de marche, indice des muscles squelettiques appendiculaires, masse musculaire squelettique, force de préhension et presse sur les jambes. En ce qui concerne l'intensité de l'entraînement en résistance d'intensité légère à modérée n'a démontré que les effets souhaités sur la force de préhension. L'entraînement en résistance d'intensité modérée a permis d'améliorer le test du support sur chaise de 30 S, le test chronométré, la force de la poignée et la presse des jambes. L'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse présentait des avantages supplémentaires sur le test de position debout sur chaise de 30 S, la vitesse de marche, l'indice des muscles squelettiques appendiculaires et la presse pour les jambes. Notre étude est la première méta-analyse en réseau à étudier les effets de l'exercice sur les patients atteints de sarcopénie en fonction de l'intensité de l'entraînement en résistance. Les résultats ont révélé qu'augmenter l'intensité de l'entraînement en résistance à un niveau modéré à vigoureux avait des effets positifs significativement plus importants sur la fonction physique, la force du bas du corps et la masse musculaire. L'entraînement en résistance est avéré essentiel pour la gestion de la sarcopénie car il augmente préférentiellement la surface transversale des fibres musculaires de type de Romain, qui sont remplacées par des fibres musculaires lentes de type I et des tissus adipeux au cours du processus de vieillissement. De plus, des recherches ont montré que des réponses adaptatives, notamment une augmentation de la synthèse des protéines myofibrillaires, du nombre de cellules satellites, du nombre de myonoyaux, de la fonction glycolytique, du volume mitochondrial et de la synthèse des protéines mitochondriales dans le muscle squelettique, se produisent après un entraînement en résistance. Plus important encore, l'intensité relative de l'entraînement en résistance, pourcentage d'une répétition maximale, était associée à 18 à 35% de la variance de la réponse à l'hypertrophie musculaire. Un plus grand nombre d'unités musculaires de type de Romain et de fibres musculaires associées ont été recrutées avec une intensité d'entraînement en résistance plus élevée de manière dose-réponse, ce qui a entraîné une plus grande taille musculaire et une plus grande force. Par conséquent, avec des instructions et une supervision appropriée avant, pendant et après l'exercice, un entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse peut être suggéré aux personnes âgées atteintes de sarcopénie. Étonnamment, l'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse n'a pas été associé à des avantages supplémentaires par rapport à l'entraînement en résistance d'intensité modérée en termes de test time, OpenGo, qui est une mesure de la mobilité fonctionnelle globale, y compris la locomotion, l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. La plupart des essais d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureux ont augmenté l'intensité en augmentant le pourcentage d'une répétition maximale, mais ont utilisé le type d'exercice d'origine, tel que l'entraînement au poids corporel et l'exercice avec une bande élastique, qui renforce principalement la force des membres. Pour améliorer l'agilité et l'équilibre, l'entraînement en résistance peut apporter des bénéfices en plus de la puissance musculaire et de la performance physique. Un essai contrôlé randomisé de 12 semaines a révélé qu'un programme d'entraînement en résistance à grande vitesse pouvait apporter une plus grande amélioration du sprint de marche, du test de montée et de descente de 8 pieds et du test assis debout. Un autre essai randomisé intra-sujet a démontré que l'entraînement en résistance générait davantage d'augmentation de la puissance musculaire et de la vitesse de mouvement. Compte tenu de l'importance de la mobilité en fonction de la fréquence pour la prévention des chutes et le maintien fonctionnel chez les personnes âgées, l'entraînement en puissance basé sur la vitesse devrait être introduit et intégré au programme traditionnel d'entraînement en résistance. Selon nos résultats,
L'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse n'était pas associé à des gains plus importants en force de préhension par rapport à l'entraînement en résistance d'intensité modérée. De même, la plupart des programmes d'entraînement en résistance d'intensité modérée à vigoureuse avaient tendance à se concentrer sur le renforcement de la force des membres inférieurs, car la démarche et l'équilibre étaient plus pertinents pour la mortalité toutes causes confondues, le déclin des activités de la vie quotidienne et la détérioration des activités instrumentales de la vie quotidienne. Comparée à la démarche et à l'équilibre, la force de préhension s'est avérée tout aussi essentielle dans le concept de capacité intrinsèque développé par l'homme. De plus, la force de préhension était liée aux performances cognitives, à la santé mentale et à la qualité de vie de manière transversale et longitudinale, et il a été rapporté que l'entraînement à la préhension améliorait la fonction cognitive en augmentant l'efficacité locale de la connectivité de la substance blanche cérébrale chez les patients victimes d'un AVC ischémique aigu mineur. Étant donné que la plupart des programmes d'entraînement en résistance ciblent de grands groupes musculaires par exemple, la presse pectorale et le squat, un entraînement axé sur la force de la poignée, comme le tirage latéral et le vol inversé, peut être intégré lorsqu'une intensification de l'exercice est justifiée. Une prise en charge de la sarcopénie, basée sur des preuves solides de l'efficacité du traitement est nécessaire. Nos résultats suggèrent que l'ajout d'un soutien nutritionnel aux interventions d'exercice peut amplifier les effets sur la sarcopénie. Plus précisément, lorsque la nutrition est combinée à un entraînement en résistance, les améliorations des mesures des résultats, telles que la force de préhension et la presse sur les jambes, sont plus prononcées qu'avec l'entraînement en résistance seul. Bien que la stimulation musculaire électrique, l'acupuncture électrique, les vibrations du corps entier et le tai chi aient été introduits pour gérer la sarcopénie, notre analyse groupée n'a montré aucune preuve prometteuse de l'effet favorable de ces interventions sur les paramètres de la sarcopénie. De nouveaux agents tels que le bimagrumab anticorps monoclonal humain ciblant les récepteurs de l'activine de type 2 et le MK0C33 modulateur sélectif des récepteurs androgènes ont le potentiel d'améliorer la masse musculaire squelettique, mais nos résultats ne montrent aucun bénéfice sur la fonction musculaire et la performance physique. Des études récentes suggèrent que des dysfonctionnements au niveau de la jonction neuromusculaire et au sein des mitochondries pourraient contribuer à la détérioration de la fonction musculaire. La pratique d'une activité physique a le potentiel de modifier l'expression des gènes des sous-unités du récepteur de l'acétylcholine et d'optimiser la dynamique mitochondriale, notamment la fusion, la fission et l'autophagie, soutenant ainsi la fonction musculaire et préservant la force musculaire. Notamment, les patients sarcopéniques ayant une faible force musculaire peuvent bénéficier davantage des interventions physiques que ceux sans déficit de force. Les futurs essais cliniques sont encouragés à étudier l'impact de l'intensité de l'exercice sur les résultats de la sarcopénie, en se concentrant sur les patients ayant une faible force musculaire et ceux atteints de sarcopénie sévère, caractérisés par une masse musculaire réduite, des performances physiques compromises et une force diminuée. La force de notre étude réside dans les preuves solides issues de la méta-analyse en réseau des essais cliniques actuellement disponibles. La comparaison indirecte permet d'estimer les effets de l'intervention même s'il n'y a pas d'essai comparatif. Des résultats similaires parmi les comparaisons directes et indirectes renforcent et soutiennent nos conclusions. Cependant, cette étude présente également plusieurs limites. Premièrement, des critères de sarcopénie incohérents entre les études ont compromis la généralisabilité des résultats. Deuxièmement, des protocoles interventionnels hétérogènes d'exercice par exemple, type d'exercice, intensité, durée et fréquence et un soutien nutritionnel diversifié pourraient rendre l'application clinique difficile. Le manque d'informations détaillées sur les protocoles d'exercice dans certaines études pourrait conduire à un biais de classification erroné. La Déclaration universelle des interventions d'exercice avec des informations sur la fréquence, l'intensité, la durée, le type, le volume et la progression devraient être encouragés dans les études futures. Troisièmement, de nombreuses études n'ont pas réussi à rendre compte de l'observance de l'exercice, ce qui pourrait conduire à une sous-estimation des véritables effets des interventions liées à l'exercice. Quatrièmement, des conseils discordants sur les habitudes alimentaires habituelles, le mode de vie et l'activité physique dans les groupes témoins parmi les études pourraient obscurcir les effets de l'intervention. Cinquièmement, compte tenu de la variété des paramètres utilisés pour évaluer l'exercice, comparer les résultats de différentes études peut s'avérer difficile. L'American College of Sport Medicine recommande une approche holistique pour évaluer l'intensité de l'exercice, englobant des mesures telles qu'une répétition maximale, la VO2 max et l'évaluation de l'effort perçu.
Cette approche offre à la fois une mesure objective et une évaluation subjective de l'effort, rationalisant ainsi la standardisation de intensité de l'exercice dans diverses études. Des rapports détaillés sur les protocoles d'intervention en matière d'exercice devraient être soulignés dans les études futures. Conclusion. Cette méta-analyse en réseau suggère que l'entraînement en résistance, avec ou sans supplémentation nutritionnelle, améliore les performances physiques, l'indice des muscles squelettiques appendiculaires et la force de préhension chez les personnes âgées souffrant de sarcopénie. Une intensité d'entraînement en résistance plus élevée génère potentiellement plus d'avantages sur la force du bas du corps et la masse musculaire par rapport à une intensité d'entraînement en résistance plus faible. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour clarifier les avantages et les inconvénients de l'intensification de l'entraînement en résistance et donner un aperçu des futures modifications du programme d'exercice.